Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette rencontre aujourd'hui. Alors, hier, c'était le 21 septembre 2022, qui est la Journée internationale de la biodiversité, une journée qui a été créée en 2010 par des éditrices et éditeurs indépendants en Amérique latine et qui s'est étendue à l'ensemble des continents. C'est dans l'hémisphère sud une journée qui marque le jour du printemps, et donc qui célèbre la diversité éditoriale, la biodiversité. Donc cette année, pour cette journée internationale de la biodiversité, les 21 et 22 septembre, l'Alliance internationale des éditeurs indépendants a lancé la première édition d'une plateforme qui s'appelle Babelika, qui est un espace en ligne qui offre une sélection de titres des catalogues des maisons d'édition indépendantes. Et donc, on vous mettra dans le chat le lien. Pas mal de maisons d'édition ici présentes sont dans cette sélection sur Babelika. Cette année, Babelika présente plus de 200 titres de 70 maisons d'édition indépendantes dans 37 pays. Et donc, ces titres sont à retrouver sur Babelika aujourd'hui. Et merci Caroline pour la diffusion. Aujourd'hui, demain et au-delà, puisque la plateforme est en ligne de manière continue. Et donc, l'idée de cette plateforme est évidemment, de faire découvrir les titres des éditeurs, mais aussi de pouvoir les acheter directement en ligne via cette plateforme. Alors, l'espace Babelika propose aussi des rencontres, des tables rondes, des débats en ligne pour favoriser le dialogue, l'échange. Et donc, c'est le cas de cette rencontre aujourd'hui, co-organisée avec l'AILF et AfriLivre. Hier, 3 autres tables rondes ont eu lieu. Une première qui était le lancement, qui permettait le lancement du guide des bonnes pratiques que l'Alliance a mis en place et a réalisé avec ses membres. Et de la même manière, on vous mettra le lien dans le chat, qui est un guide donc destiné aux professionnels du livre pour aller vers des pratiques un peu plus vertueuses, que ce soit au niveau de l'écologie du livre, mais aussi en termes de solidarité, de responsabilité sociale, etc. On vous enverra le lien de ce guide plus tard. Une autre table ronde hier aussi sur le rôle culturel, social et politique de l'édition indépendante, mais aussi sur la littérature de jeunesse au Pérou. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble là, sur un focus sur la librairie et l'édition en Afrique subsaharienne francophone. Et ce soir, la dernière table ronde est une table ronde sur les obstacles à la créativité et à la biodiversité dans le monde arabe via l'enjeu de la distribution des livres dans le monde arabe. Alors, cette table ronde donc, est enregistrée, donc elle sera rediffusée. Je refais des petites recommandations. Merci de bien couper vos micros quand vous n'intervenez pas pour fluidifier les échanges. Et un temps de questions-réponses est prévu à l'issue de cette présentation. Donc, voilà, on le modérera bien sûr via le chat ou en levant la main. Et je donne maintenant donc la parole à Anise pour l'AILF, qui coordonne l'AILF et qui a donc l'AILF qui a co-organisé ces rencontres avec nous aujourd'hui. Anise, je te laisse la parole. Merci Laurence. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Effectivement, nous sommes ravis de participer à ce festival Babelika qui souligne aussi un partenariat de longue date avec l'Alliance des éditeurs indépendants. Et avant de revenir à l'origine de ce projet, de cette rencontre, je voulais simplement dire que nous, la Journée mondiale de la biodiversité, c'était pour nous aussi l'occasion de lancer officiellement un recueil qu'on vient de publier, qu'on lance d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle Voyage en francophonie, et qui est publié pour les 20 ans de l'AILF, de l'Association internationale des libraires indépendants. Ce recueil montre, donne la parole en fait à 20 auteurs de plus de 17 nationalités qui en fait témoignent de la place qu'occupe la librairie dans leur parcours d'écrivain, des liens qu'ils entretiennent avec la librairie francophone comme espace de promotion, de diffusion de leur écrit. Alors, c'est un projet un peu particulier parce qu'en fait, on ne s'est pas adressé directement aux écrivains. On a demandé à 4 journalistes qui sont installés dans le monde entier, et à une autrice aussi, de recueillir le témoignage de ces auteurs
Et en fait, ces auteurs nous font découvrir, en fait, au hasard de leur expérience, des librairies et évoquent des souvenirs de librairies francophones, tantôt avec humour, tantôt avec nostalgie, certains inscrivant d'ailleurs ces lieux comme des lieux porteurs de sens par rapport à tout le chemin qu'ils ont pu parcourir en tant qu'écrivains. Alors, ce recueil, c'est un peu une invitation au voyage. Il est sur notre site, je ne sais pas si vous le voyez là, mais en tous les cas, il est en version numérique sur notre site. On a aussi un exemplaire qui est la version papier. Et en fait, donc c'est un peu une invitation au voyage puisqu'on y découvre des imaginaires un peu littéraires polyglottes qui sont vraiment caractéristiques de la francophonie et des auteurs qui ont participé à cet ouvrage. Ces auteurs sont publiés par des éditeurs indépendants installés aux quatre coins du monde. Donc, il y a la Tunisie, le Cameroun, le Canada, la Belgique, la France, l'île Maurice. Beaucoup d'éditeurs et d'auteurs qui viennent d'un peu partout. Et ce qui caractérise, et c'est pour ça que c'était aussi pour nous une opportunité que de le lancer dans le cadre de la journée de la biodiversité, ce qui caractérise ce travail, c'est vraiment la mise en avant de toutes les paroles qui sont exprimées à travers la francophonie et de l'importance de l'interdépendance qui existe entre les acteurs du livre indépendants, particulièrement dans le contexte qu'on connaît de concentration de l'édition, de développement de la vente en ligne, surtout après la crise Covid. Donc voilà, on essaie un peu de remettre cette question de l'interdépendance et de l'indépendance au cœur de ce projet francophone. Et c'est d'ailleurs cela qui a orienté la démarche de la rencontre d'aujourd'hui. Avant de parler de l'origine de la démarche, enfin de la rencontre d'aujourd'hui, je voulais juste remercier tous les auteurs qui ont participé à ce projet, tous les partenaires financiers sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour, le Centre national du livre, l'Organisation de la francophonie, la SOFIA, le CFC, la Fondation Michalski. Je voulais aussi donc dire que cet ouvrage est disponible sur notre site, donc vous pouvez tout à fait le consulter sur notre site. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de cet ouvrage qui est lancé aujourd'hui même. Pour revenir à l'origine de cette rencontre, je voulais juste dire que cette rencontre, c'est le fruit d'un autre webinaire qui a eu lieu donc en 2021 et qui avait réuni une cinquantaine de professionnels du livre, co-organisé avec l'Alliance des éditeurs indépendants et Après Livre. Et dans le cadre de cette rencontre, il y avait eu deux constats, et je parle d'abord du premier constat qui donne lieu à cette rencontre, c'est que éditeurs et libraires indépendants s'étaient rendus compte qu'ils ne connaissaient pas assez le fond qu'il y avait en librairie ou le catalogue des éditeurs. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant que éditeurs et libraires présentent davantage ces deux aspects. Donc, je vais laisser la parole, je crois, à Camille de l'AIEI pour pouvoir donner la parole aux différents intervenants. Merci. Merci beaucoup, Oui, Anise. Excuse-moi, Oui. juste avant que tu prennes la parole, juste un petit point technique. Est-ce que quand on fait le partage d'écran, tout le monde le voit? Ou est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez bien vu le partage d'écran juste avant? Alors, Rien pour moi. Non, Laurence, seuls Non. les autres, en fait, donc nous-mêmes qui sommes à l'écran pouvons le voir. D'accord, donc on va... Désactiver le mode focus. Ok. Oui, bonjour à tous. Bonjour Laurence, je te vois. J'arrive en retard avec pas de problème, Sylvie. Bonjour Sylvie. Il n'y a pas de souci, Sylvie. Bienvenue. On commence juste justement les échanges. Alors donc voilà, donc là on va entendre plusieurs éditrices et éditeurs et libraires d'Afrique subsaharienne francophone. Donc on va commencer avec les sciences humaines et sociales et donc avec Serge Kouam des presses universitaires d'Afrique. Donc je vais diffuser deux petites vidéos de présentation d'ouvrages et ensuite on va laisser la parole à Serge qui va réagir dessus. Alors, hop, pardon, je partage mon écran. Alors, est-ce que vous pouvez me dire aussi que vous voyez bien mon écran pour qu'on soit sûr que... Est-ce que tout le monde voit? Oui, bon, oui. C'est parfait. C'est bon? Ok, super. Oui. Donc, je pars sur la première vidéo. L'ouvrage sur la saisie immobilière dans l'espace OADA est rendu à sa 4e édition, 6 ans après la 3e édition parue en 2016. Une mise à jour était absolument nécessaire.
suffisamment et abondamment illustré d'analyses doctrinales et jurisprudentielles, l'ouvrage intègre l'ensemble des questions posées devant les juridictions au titre des incidents et apporte pour chacune d'elles la réponse de la CCJA dans sa version actualisée, en prenant soin de mettre en exergue, toutes les fois que cela s'est avéré nécessaire, de nouvelles orientations jurisprudentielles. La présente édition achève de se laisser séduire par ses annexes, constituées entre autres d'un extrait de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution et des textes nationaux en lien avec la procédure de saisie immobilière, mais surtout d'un ensemble important d'arrêts mettant en relief les tendances jurisprudentielles de la CCJA en matière de saisie immobilière, dont la consultation permet à chaque auteur d'avoir sous la main, en temps réel, la référence jurisprudentielle de la plus haute juridiction communautaire sur une question donnée. Donc, j'enchaîne sur la deuxième vidéo. Hop, je pense que c'est celle-ci. Ouais. Cette troisième édition, au-delà de son enrichissement par de nouveaux modèles de formulaires, se distingue par l'adoption d'une nouvelle nomenclature des cas traités. Ainsi, les formulaires sont classés dans un ordre alphanumérique. L'ordre alphabétique permet au lecteur de se situer dans une rubrique précise et l'ordre numérique l'accompagne dans l'identification d'une hypothèse aux données de cette même rubrique. L'auteur a eu la bonne idée d'attirer l'attention des lecteurs sur des nuances à ne pas perdre de vue dans certaines situations juridiquement peu claires ou nécessitant de la part du législateur une absence d'ambiguïté. Les textes dédiés à ces interpellations sont alors mis en évidence très souvent dans des encadrés ou en italique. En somme, la présente édition compte 19 rubriques regroupant globalement pas moins de 430 situations, donnant lieu à proposition de modèles de formulaires. Voilà. Serge, est-ce que tu veux peut-être réagir sur ces deux vidéos, apporter des précisions? Oui, merci beaucoup Camille de cette diffusion. J'en profite solennellement pour dire merci à ma collaboratrice Laetitia qui m'accompagne très souvent dans ce type d'exercice. J'imagine que ça a dû être un peu violent aux oreilles de certains d'entendre des sigles de CCJA, OADA et tout. Je voulais juste apporter quelques compléments d'information dessus. Après quoi, je dirais un mot sur le public qui est visé par ces deux ouvrages et je terminerai par comment impliquer les libraires francophones dans ces deux projets. Alors, l'OADA, en deux mots, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors, il s'agit de quoi? C'est un droit unifié qui fait qui vise essentiellement à faciliter les investissements dans les pays concernés. Aujourd'hui, l'OADA compte 17 pays, donc les 8 pays de l'UMOA en Afrique de l'Ouest, les 6 pays de la zone CEMAC en Afrique centrale, à quoi il faudrait ajouter la Guinée, les îles Comores et la République démocratique du Congo. Ça fait 17 pays. Donc, l'idée, c'était simplement de mettre en place le même cadre juridique pour faciliter les investissements étrangers notamment. Et d'ailleurs, à titre d'illustration, j'ai pu réaliser en lisant la dernière lettre d'information de l'AILF que la Libérie de France était désormais installée à Casablanca. Et voilà, malheureusement pour l'instant, le Maroc n'est qu'un pays observateur de ce projet. Alors, l'idée c'est quoi? Le droit WADA, c'est que si vous êtes par exemple une Libérie et que vous souhaitez vous installer dans l'un des 17 pays, vous êtes soumis à la même réglementation, depuis la création jusqu'à l'extinction de votre projet, en passant par son fonctionnement. Donc, d'un pays à l'autre, que vous soyez à Dakar, Abidjan, Conakry ou Libreville, vous avez le même socle juridique pour créer vos affaires. Et du coup, ça facilite la tâche aux investisseurs étrangers de venir s'installer dans cet espace qui compte aujourd'hui 17 pays et plusieurs centaines de millions d'habitants. Alors ça, c'était pour l'OADA. Et pour terminer sur l'OADA, l'OADA institutionnellement compte 3 organes,
trois organes. Vous avez entendu la CCJA, c'est-à-dire la Cour commune de justice et d'arbitrage. Cette cour est basée à Abidjan. L'OHADA compte aussi une école de recyclage de magistrats pour l'ensemble de 17 pays. Ça s'appelle Ersuma. Et cette école de recyclage est basée à Porto Novo, au Bénin. Et enfin, l'OHADA, le laboratoire de production, n'est-ce pas, de cette réglementation commune, se fait à travers un secrétariat permanent qui est basé à Yaoundé, au Cameroun. Voilà pour ce qui est de l'OHADA. Alors, quel est le public visé par ces deux ouvrages? Rappelons que nous sommes là dans les sciences humaines, mais plus spécifiquement dans les sciences juridiques, qui est le domaine dans lequel je travaille essentiellement. Et donc, ces deux ouvrages ont le même public, c'est-à-dire le monde judiciaire en priorité, en l'occurrence les avocats, les magistrats, les officiers de justice, les notaires, mais également les juristes d'entreprise, les juristes d'affaires. Bon, voilà un peu tout le monde, c'est tout ce monde-là qui est concerné par ces ouvrages. Et je dirais un mot pour terminer s'agissant des libraires. Alors, vous convenez avec moi que les libraires de ces 17 pays sont dans la possibilité de vendre très aisément ces ouvrages qui se vendent plutôt très bien. Et donc, si vous êtes libraire dans l'un des 17 pays et que vous souhaitez vous impliquer dans la promotion ou la diffusion de cet ouvrage, il suffirait qu'on s'accorde. Si, par exemple, vous souhaitez figurer sur les visuels de promotion de ces ouvrages, il suffirait de communiquer votre adresse, en sorte que lorsque moi je communique à mon tour sur les ouvrages, que je dise dans tel pays, vous avez tel point de vente. Pour l'instant, sur notre site web, il y a déjà un certain nombre de librairies qui sont recensées dans les points de vente, mais s'il y a des libraires qui veulent ouvrir un petit rayon sur les sciences juridiques, et je vous assure, ça se vend très bien, il suffirait de donner votre contact que j'intégrerai sur le site de Presse Université d'Afrique, mais également sur tous les visuels qui accompagneront la diffusion de ces ouvrages. Voilà, je rappelle simplement pour que les gens comprennent très bien que l'OHADA, c'est une législation d'inspiration romano-germanique, c'est-à-dire essentiellement le droit civiliste français. Et vous comprenez pourquoi quasiment tous les pays d'Afrique francophone sont impliqués dans ce projet qui vise, encore une fois, à créer un espace de droit unifié pour faciliter les investissements. Voilà. S'il y a des questions, je suis à votre disposition pour apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question prudentielle, je crois, du Bénin. Oui, merci beaucoup. C'est Prudentiel, libraire du Bénin. Je voudrais demander à Serge, est-ce qu'on peut, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut avoir tes contacts sur ton site web. Maintenant, en dehors de l'OHADA, des ouvrages juridiques, est-ce que vous faites d'autres, vous avez d'autres fonds en attendant de visiter? Oui, bien sûr. Et pour votre information financière, j'indique simplement que dans l'histoire d'Afrique Livre, en l'occurrence, la seule fois où Afrique Livre a mis en place des fonds pour acheter des ouvrages sur des éditeurs impliqués dans le projet, la collection OHADA que je promeux avait fait le chiffre, les 2/3 des chiffres d'affaires d'Afrique Livre sur cette opération, sur un seul livre. Il s'agissait du droit de l'arbitrage OHADA. Et je me rappelle d'ailleurs à sa sortie, il y a de cela 20 ans, hein, j'avais fait un voyage à Cotonou pour la promotion et je m'étais rendu à la librairie Notre-Dame pour impliquer la librairie dans ce projet-là. Bon, ça a traîné un peu à se mettre en place, mais quelques années plus tard, il y a eu une telle forte demande que finalement, Afrique Livre a dû acheter à l'époque pour près de 5 000 € les seuls exemplaires qui restaient de ce ouvrage-là. Donc, il y a un marché réel et ça va de soi. Les libraires, les magistrats, les avocats, ils ont de l'argent pour payer. Hein. Il vous suffit dans votre librairie simplement de mettre en place 2 petits colporteurs qui pourraient se rendre dans les palais de justice et collecter des commandes pour vous. Et je vous assure, ça ira très, très vite. Alors, le deuxième volet de votre question, évidemment, je fais autre chose. Le droit, c'est vrai que c'est ça qui me fait vivre, c'est presque 80% du catalogue, mais il y a bien sûr d'autres titres. Vous savez, par exemple, nous avons fait l'ouvrage de Mes étoiles noires de Lilian Thuram. Je dirais simplement qu'en ce qui concerne la littérature générale, ça à quoi je suis le plus sensible, c'est les essais. Et peut-être bientôt un peu d'ouvrages sur la géostratégie, bref, toutes les problématiques. La littérature politique en quelque sorte, hein, ça c'est des domaines qui m'intéressent. Donc, l'essentiel, c'est le droit, mais à côté de ça, il y a quand même, on essaie de précautionner comme ça l'équilibre du catalogue à partir d'autres types d'ouvrages de littérature, mais principalement sur les essais et les sciences politiques.
Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup aussi, Prudentielle, pour ta question. Oui, Il y a le site des presses universitaires d'Afrique qui est dans le chat. Donc, si vous voulez aller faire un tour, et de toute façon, vous pourrez avoir le contact de Serge à travers l'AILF ou à travers l'Alliance, si ça vous intéresse, et avoir plus d'informations sur son catalogue et sur les 2 ouvrages. Oui. Une dernière, j'ai oublié de citer un pays où l'ouvrage se vend également très, très bien. Ce n'est pas en Afrique, c'est en France. Parce que comme je vous l'ai dit, le droit WADA, c'est un droit d'inspiration civiliste d'un droit français. Et je peux vous dire que la librairie LGDJ, ce seul point de vente sur Paris, me fait en moyenne 5 à 10 000 euros sur la collection OADA uniquement. Donc, ça va de moins en moins parce qu'évidemment, il y a une crise financière internationale, mais jusqu'au milieu des années 2015, j'étais garanti sur à peu près 10 000 euros chaque année avec ce seul point de vente, la LGDG. D'accord, merci Serge pour cette précision. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Serge via son site ou via l'Alliance. Alors, on va continuer avec une librairie. Donc, la librairie Vent du Sud en Mauritanie, avec Loubna Joher Fawaz. Je te laisse la parole, Loubna, pour présenter ta librairie. Oui, bonjour tout le monde. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. Oui, super. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la librairie Vent du Sud, elle est dans le centre-ville de Nouakchott. C'est une librairie généraliste avec donc un rayon important en sciences humaines, en littérature, un rayon important aussi en livres sur la Mauritanie. Ce sont mes meilleures ventes. Et un rayon important sur tout ce qui est livres jeunesse. Voilà mes principaux rayons. Un peu de beaux livres et voilà le plus gros de ma librairie. Un autre, après il y a le rayon papeterie, etc. Aujourd'hui, comme j'ai que 2 minutes, je voudrais parler d'abord de comment, le sujet de cette rencontre, c'était comment mettre en avant la littérature des maisons d'édition en Afrique. Je pense que Caroline a quelques photos à l'appui. Malheureusement, Oui. j'ai l'impression que j'ai le même problème que tout à l'heure, Camille et Laurent, c'est savoir que seuls les hôtes de la réunion peuvent voir le partage d'écran, pas tout le monde. Comment si vous pouvez résoudre ça? Ah, d'accord, donc ce serait peut-être de votre côté le problème alors. Non, je pense que c'est le mode focus qui est encore… Nous, on n'est plus en mode focus en fait, mais depuis le début, c'était… Hein, Laurence, c'est ça, tu n'étais pas en… Non. Est-ce que la personne ne voit le partage d'écran? Non. Ah. Non, rien. Ok. Je peux essayer de voir si je peux partager les photos directement. Oui. Par contre, ça va arrêter le partage d'écran des autres. C'est bon, j'ai changé, normalement, ça devrait être bon. Je recommence. Ouais. Je recommence. D'accord. Ok. Est-ce que non, votre écran partagé peut seulement être vu par les autres et les co-hôtes. J'ignore pourquoi. Désolée pour ça. Désolée, peut-être à Loubna, ce sera peut-être plus simple. Ok. En attendant, on trouve une solution. Désolée. Loubna, je t'envoie tout de suite. Juste le temps de faire ma petite manip. Bonjour. Je pense que c'est une… Non, moi, je ne pourrais pas. Ouais, en fait… Non, parce que je ne l'ai jamais fait. Il faut, et je ne veux pas vous faire perdre du temps. Camille, je peux peut-être envoyer le… Voilà, ouais. On fait comme ça. Je t'envoie tout de suite. Ah, et c'est, Caroline, désolée, et c'est là pour voir? Oui. Excuse-moi. Je t'en prie, je recommence. Je commence tout de suite. Partage d'écran ici. Oui, là, c'est bon. Ah, voilà. Voilà, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Super. Ah, super.
Toi, dis-tu, je vais changer sur mon téléphone. Lumna, vas-y, je t'en prie, continue. Oui, hein, on t'en alors, prie. pour en revenir donc aux sciences humaines, pour continuer sur la lancée de Serge, c'est un rayon très important donc, dans notre librairie, mais c'est vrai qu'on travaille essentiellement, mais qu'avec les éditeurs du Nord. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas travailler avec les éditeurs du Sud, bien au contraire, mais en fait, c'est plus une facilité, je veux dire. C'est parce qu'on va sur des sites de recherche bibliographique comme Didicom, et puis qu'on a accès, voilà, c'est beaucoup plus facile pour nous. On travaille surtout aussi les ouvrages de 2 programmes, le programme Plus et le programme Campus, et on a aussi tous les ouvrages de nouveaux horizons, essentiellement en sciences humaines. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, pour les éditeurs qui sont présents, j'aimerais, si vous pouvez nous envoyer la liste, vos catalogues directement, parce que c'est vrai que la démarche commerciale est importante, parce que nous, je vous avoue qu'on n'a pas cette démarche-là, parce que si on doit nous-mêmes contacter tous les éditeurs en Afrique, mes équipes n'ont pas le temps, on est une équipe réduite, on ne peut pas se permettre. Et c'est vrai que c'est ce problème de manque d'informations qui fait qu'on part par facilité vers les éditeurs voilà, où on a accès facilement à leur catalogue. Donc, la Mauritanie ne fait pas partie de l'OHADA, mais quand même, on a des avocats voilà, qui sont toujours intéressés par tout ce qui est ouvrage de droit dans notre librairie. Voilà, ici, il y a une mise en avant d'auteurs, voilà, d'auteurs, essentiellement toujours des maisons d'édition du Nord. Je ne sais pas si, Caroline, on a une autre table où on essaye, juste à côté de la caisse, à l'entrée de la librairie, à côté de la caisse. Voilà. Ici, vous avez, par exemple, là en bas, les ouvrages sur la Mauritanie des éditions Katala. Et si si on zoome, vous voyez, j'ai marqué aussi la littérature africaine. Ici, on a quelques maisons d'édition de Côte d'Ivoire que moi-même j'ai fait venir avec moi dans mes bagages. Mais bon, pour les autres pays, c'est difficile. La circulation du livre sud-sud reste toujours un problème. Et puis, à l'entrée de la librairie, juste à côté des caisses, voilà, ici, on a toujours une mise en avant de maisons d'édition qu'on veut promouvoir. Voilà, c'est toujours les nouveautés, les choses, les prix littéraires. Voilà, en gros. Voilà comment on fonctionne. Cette table au milieu aussi, c'est une table juste là. Après la caisse, au milieu de la librairie, on a une table qui, en fait, qui change en fonction des périodes de l'année. Là, c'était pour la rentrée scolaire, donc on avait mis en avant tous les ouvrages parascolaires, les dictionnaires. Mais cette table aussi, elle sert à, voilà, on fait des animations, on met en avant un éditeur, un auteur. Donc, n'hésitez pas, les éditeurs présents, à nous envoyer. Je vais vous rappeler le mail de la librairie tout de suite dans les discussions. Envoyez-nous vos catalogues, envoyez-nous les ouvrages qui pourraient nous intéresser. Nous, on ne demande que ça. Merci beaucoup, Lumna, pour cette présentation. Je vois qu'il y a une question de la part d'Aliou, des éditions Gandal en Guinée. Aliou, voilà, on te laisse la parole si tu veux poser ta question. Okay. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse d'être arrivé en retard et comme je vais repartir sur une autre réunion avec les médias pour la préparation de notre salon du livre de jeunesse, je voudrais profiter rapidement de ce que Lumna vient de dire et d'ailleurs en passant Lumna, félicitations. Je viens d'avoir le plaisir de voir comment votre belle librairie est structurée, bravo. Et je dois dire que c'est vrai que tu fais bien de souligner que nous, les éditeurs, nous n'allons pas aussi jusqu'au bout de l'effort que nous devrions faire. Et le premier effort commercial pour nous, c'est de
mettre à disposition des libraires représentatifs quand même les catalogues des productions. Donc moi, je voudrais juste dire que c'est bien entendu et que, en tout cas, pour ce qui est de Gandal, je vais vous envoyer à la plupart des libraires ici, ne serait-ce que notre catalogue jeunesse, dans le sens que, comme vous le savez, la plupart de vos pays vont intégrer le projet ressources éducatives dans la deuxième phase qui va commencer dans quelques mois. Et comme c'est un volet qui est très axé sur les livres de jeunesse, donc il est important que pour vos besoins futurs, que vous puissiez aussi savoir ce qu'il y a à portée de main. Donc, merci Lubna d'avoir rappelé ça. Et en tout cas, moi, je vous dis que je vous enverrai notre catalogue jeunesse tout au moins dans les tout prochains jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aliou, pour ton Merci intervention. Laurence aussi et à Camille pour avoir regroupé tout ce beau monde que je vois et à Anne-Lise et toutes les deux équipes. Bravo, c'est excellent. Merci Aliou, merci beaucoup. Et alors, donc Lubna a mis son adresse mail dans le chat, donc pour les personnes qui veulent lui écrire pour envoyer catalogue ou message, n'hésitez pas à la contacter. Je propose qu'on passe à la jeunesse maintenant. Et donc, Paulin Assem des éditions Agomédia au Togo va commencer. Paulin, est-ce que tu es prêt? Alors, attends, Paulin, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. On t'entend toujours pas. Voilà. C'est bon. Okay. Impeccable. Bonjour. Je m'appelle Assem Paulin. Je viens vous présenter 2 livres. Chaque livre correspond à une collection. Le premier, c'est Mon Phare à Photopia. La collection, vous la connaissez, c'est la collection BD Junior. C'est une collection qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Camille peut partager l'image de la couverture. Et Mon Phare à Photopia, c'est une histoire qui raconte les aventures d'une fille qui peut voyager dans le futur, dans le passé, grâce à un génie qui est derrière là, avec la chevelure rousse. Et bon, c'est une histoire d'utopie, de l'Afrique rêvée de demain, de dystopie, le monde chaotique de demain si on ne prend pas certaines mesures. Donc, il y a une image de l'intérieur. Je ne sais pas si Camille peut la partager aussi. Attends, j'arrive tout de suite, Paulin. Ça, c'est l'image qui fait une couverture. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une des images qui montre une fille cueillie par un personnage qui peut voler comme Iron Man. Voilà. Donc, le second livre, c'est notre collection qui s'appelle Collection bilingue. Cette collection propose des livres bilingues et c'est des livres de coloriage et d'activité aussi. Donc là, le livre qu'on propose, c'est Créatures fantastiques. C'est les créatures fantastiques qu'on connaît depuis, mais qui sont Excusez-moi, mais il y a des bruits. Excusez-moi, mais il y a des bruits derrière. Je ne sais pas si je suis la seule à les percevoir et c'est gênant. C'est gênant, en fait. Tout à fait. Je pense que Paulin, c'est derrière toi, en fait, je pense. Enfin, je pense que... Je m'éloigne un peu. C'est des gens qui ont commencé à crier brusquement alors qu'ils étaient silencieux. Je retourne au calme dans la voiture. Il y a moins de... désolé, je présente juste rapidement et je sors de ça. Donc, ce livre, c'est la suite d'une collection. On a eu animaux, les animals. On a eu ensuite Oiseaux Birds et Créatures fantastiques présente des sirènes, des cyclopes, des pégases, des fées, tout ça, mais visité par des auteurs africains. Voilà. Bon, c'est les 2 livres que je vous propose et merci et désolé pour le bruit. Merci Paulin. Alors, je finis juste avec le dernier visuel. Voilà, un petit peu toutes les créatures du livre. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour Paulin. Pareil, en tout cas, si vous voulez contacter les éditions Agomédia, ça peut être à travers l'Alliance ou à travers leur site ou à travers leur compte Facebook. N'hésitez pas à le faire.
On va enchaîner avec les éditions Gandal. Donc, on a vu Aliou tout à l'heure. Et c'est Marie-Paul Huet qui va nous présenter 2 titres. Marie-Paul, voilà, c'est à toi si tu veux commencer. Alors, on ne t'entend pas, ton micro et voilà, enfin, on ne te voit pas et on ne t'entend pas, Marie-Paul. Le son, voilà. Voilà, le son. Ouais. Je ne sais pas s'il faut la vidéo. Voilà, parfait. Non, ça, on ne gagne pas grand-chose, mais enfin, ce n'est pas grave. Mais Si, comme c'est ça... très bien de te voir, c'est super. Ça change tout. Voilà, donc bonjour. Alors, j'aurais autant aimé qu'Aliou présente la maison d'édition, qui est sa création quand même depuis 92. 30 ans cette année. Hein. Vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Aliou, il sera très heureux. Au départ, c'était axé sur les livres scolaires, mais très, très vite, la maison d'édition s'est orientée vers la littérature de jeunesse, qui est quand même un complément indispensable, et le projet Ressources éducatives le montre bien, que si on veut quand même faire des progrès en classe, il faut lire, et pas que des livres scolaires. Donc, plusieurs créations ont été créées dès l'origine, plusieurs collections, pardon, ont été créées dès l'origine, souvent en partenariat avec les autres maisons d'édition africaines. Et il y a eu des collaborations, enfin des coéditions avec le Bénin, le Togo, etc., la Côte d'Ivoire, le Mali. Bon, beaucoup d'éditeurs africains ont participé aux collections comme Serin ou La Libellule. Alors, j'ai donné le lien du catalogue à Camille. Voilà. Marie-Paul, si tu permets, je vais le partager dans le chat. D'accord, voilà. Comme ça vous permettra de regarder toute la production jeunesse jusqu'aux dernières créations et ce qui va paraître d'ici quelques jours et qui sera présent au prochain Salon du Livre du 7 au 11 novembre. Voilà. Vous êtes tous bien entendu invités, n'est-ce pas, Aliou? Donc, mais les livres que je pourrais vous présenter, non, les collections, je vais quand même faire un petit tour. Il y a eu Serin et Libellule créés collectivement avec pas mal d'éditeurs africains. Et depuis une quinzaine d'années, il y a eu la collection La Casa Palabre, qui est une collection de romans pour la jeunesse. Je pense que tu dois avoir un livre, Camille, L'école à quoi bon, qui fait partie de cette collection. Voilà, ce sont des histoires d'enfants. Dans le contexte, la politique de Gandal, c'était de choisir en priorité des auteurs africains ou vivant en Afrique ou ayant une très très bonne connaissance de l'Afrique pour que les enfants lecteurs ne soient pas trop dépaysés par le contexte. Donc, L'école à quoi bon a été écrit par Juliana Diallo, c'est le dernier sorti de la collection. Et c'est un titre qui est un peu provocateur, hein, mais c'est la question que va se poser le petit garçon en entendant la dispute ou la discussion entre ses parents à son sujet. La maman veut l'inscrire à l'école et le papa pense qu'il serait beaucoup plus utile au village, sans aller à l'école, parce qu'il y a beaucoup à faire sur place, en apprenant sur place. Donc, le petit garçon se pose la question et chaque fois qu'il remarque quelque chose, il se dit, voyons, est-ce que ça, c'est du savoir intéressant? Est-ce que ça me sera utile plus tard ou pas? Donc, il voit les vieux régler un conflit dans une famille. Il voit la tante soigner, guérir une petite fille grâce au savoir traditionnel qu'elle a recueilli de sa grand-mère, etc. Donc, il voit bien l'intérêt du savoir traditionnel, mais il voit aussi que les jeunes qui sont allés à l'école, qui sont allés à la ville, à Conakry, faire leurs études, certains ont laissé leur père tout seul au village, âgé, avec tous les problèmes de gestion du quotidien, en particulier quand il s'agit de gérer un troupeau. Mais il y a ceux qui ont bien réussi et qui vont pouvoir envoyer l'oncle ou le père à la Mecque. Donc, on peut aussi réussir à l'école, en allant à l'école. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est quand le petit garçon démonte le poste radio de son père en cachette et ne réussit pas à le remonter, en fait, parce qu'il n'a pas su mettre les piles dans le bon sens. Et le papa
va lui faire refaire l'opération et puis ils discutent sur la technique, sur la technologie. Et le petit garçon dit, bah, écoute papa, moi je veux bien apprendre avec toi, explique-moi comment marche ce poste radio. Et là, le papa fait un pas énorme en disant, eh ben, voilà, moi ça, je ne peux pas t'expliquer comment il marche, je sais comment remettre les piles, mais pour savoir comment fonctionnent les choses et les objets et les techniques, il faut aller à l'école. Et du coup, le soir, le papa est convaincu qu'il inscrira son fils à l'école et il lui achète la tenue. Donc, belle victoire de l'école moderne, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est la part qui est faite au savoir traditionnel. Et Juliana Diallo, qui a découvert ça en arrivant avec son mari, enfin, avec son mari, oui, elle est d'origine hongroise. Elle a connu son mari étudiant en Russie et ils sont revenus en Guinée où elle a passé toute sa vie depuis les années 91, je crois. Donc, elle a eu ses enfants ici et elle s'est parfaitement bien intégrée à la société guinéenne tout en portant un esprit très fin dessus, en analysant bien les tenants et les aboutissants qu'elle met en valeur dans ce livre avec énormément de finesse. Et je pense que ça pourra faire l'objet de gros débats dans les écoles, qu'elles soient guinéennes ou africaines en général, hein, savoir ce qu'on doit à la tradition, quel est l'intérêt de la tradition dans notre éducation et dans notre société. Voilà, donc ça c'est un des livres et c'est un peu le sens de cette collection, La Casa Palabre. Et je crois qu'il y avait un autre livre que je voulais vous présenter, Camille. Oui, alors, ça peut être soit un livre de la collection Goéga ou un des albums. Tu m'avais parlé de La Forêt Sacrée, Marie. La Forêt Sacrée, d'accord. Bon, là, c'était parce qu'il fallait présenter un livre prestigieux. Donc, il n'est pas tout à fait nouveau, il a déjà 4 ou 5 ans. Mais c'est un livre qui est vraiment intéressant. Alors, le texte a été écrit par un jeune auteur russo-guinéen, Nicolas Condé, et illustré par Irina Condé. Irina Condé voulait participer au concours d'illustration organisé par les éditions, par l'association qui monte le Salon du Livre, qui est rattachée à… D'ailleurs, j'ai un trou. Au Bénin. Hervé Gigot. Voilà, le prix Hervé Gigot, merci. C'est Libège. Voilà, c'est Libège. Merci. Donc, elle voulait participer à ce prix, à ce concours, et elle a demandé à son fils, qui n'avait encore jamais écrit pour la jeunesse, de lui écrire un texte. Et il a écrit une histoire d'initiation d'un petit garçon qui rentre dans une forêt sacrée qui fait peur à tout le monde, parce qu'il y a des animaux terrifiants, comme des êtres hybrides, comme des serpents-viers ou des camélions, qui tiennent de 2 animaux à la fois et qui sont terrifiants pour la population du village. Et chaque enfant qui rentre dans cette forêt doit normalement ramener un animal sacré qui sera son familier, qui l'aidera. Et le garçon est plein d'ambition, donc il aurait voulu ramener le camélion, qui est un animal énorme, qu'il aurait peut-être aidé à être chef. Et le camélion le fait réfléchir et lui montre que son destin n'est peut-être pas là, mais qu'il faut être peut-être plus modeste, mais aller jusqu'au bout de sa destinée. Et donc, le petit chimpanier, un mélange de chimpanzé et d'araignée, qu'il avait méprisé au départ, va devenir son familier et avec eux, ils vont réconcilier les hommes avec la forêt et avec l'environnement. Donc, il y a une petite dimension aussi environnementale. Donc, ce livre, il a eu le 2e prix au Bénin et il a fait l'objet d'une coédition entre, je crois, 6 ou 7 éditeurs. Je ne vais pas les énumérer, mais ils sont tous sur la couverture. Et ça a été financé, entre autres, avec l'aide de l'Alliance. Donc ça, c'était important, puisque ça nous a facilité le montage financier de ce projet. Alors, il y a une 3e édition dont je ne voudrais quand même pas aller, c'est la collection Goéga, qui est une collection pour les adolescents. Je ne sais pas si tu as un des titres dans ce que je t'avais envoyé la semaine dernière.
Alors, je ne les ai pas enregistrés. Et Marie-Paul, juste pour te dire qu'il faut que tu ailles vite sur la fin parce qu'après, voilà, on D'accord, donc cette collection Goega, c'est une collection qui est pour les adolescents et qui parle de leurs problèmes. L'un de nos titres phares, ça a été En attendant la lune, sur l'adolescence, sur la puberté. Et c'est un livre dont je peux dire qu'il plaît autant aux garçons qu'aux filles parce qu'il apporte de véritables informations sur ce que c'est que la puberté pour les filles, ce que c'est que les règles. Et c'est fait à la fois à travers les contes racontés par la grand-mère, les cancans racontés par les filles dans la cour de l'école, mais le père remet les choses en place et la mère remet les choses en place en rétablissant des règles quand on devient adolescent sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et la gynécologue intervient au sujet des règles pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est en même temps véritablement un roman et qui plaît énormément. Voilà. Et toute la collection est comme ça. C'est une très bonne collection. Donc, si vous voulez voir le catalogue, tous les titres y sont. Merci beaucoup, Marie-Paul. Donc, tout est dans le chat, les informations, le catalogue, le site des éditions Gandal, etc. Merci beaucoup pour ces deux présentations. On va laisser maintenant la parole à Prudensienne Ougnibo de Savoir d'Afrique et au Bénin. Et ensuite, il devait y avoir Binta Tini de la librairie La Farandole des livres au Niger qui devait intervenir, mais elle a dû s'absenter. Donc, je propose qu'on la fasse passer. Elle reviendra normalement d'ici une demi-heure, donc on la fera passer sans doute. Non, je suis là. Je suis là encore. Tu es toujours là. Alors, est-ce que tu veux commencer peut-être, Binta? Oui, comme ça, oui. Voilà. Ok, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Binta Tini de la librairie La Farandole des livres du Niger, qui est une librairie jeunesse que j'ai créée en 2007. Alors, voilà, Caroline va un peu montrer ce que je propose. Je suis libraire jeunesse d'abord, mais j'ai également beaucoup de livres de littérature africaine grâce à la caravane du livre. Là, il y a quelques images qui vous montrent la librairie. Là, c'est moi devant. Alors, moi, ce que je fais, j'ai des présentoirs qui sont par thème. En fait, je n'ai pas montré toutes les photos, mais là, j'ai montré, par exemple, les livres de Ruisseau d'Afrique. Parce que je travaille beaucoup, moi, avec les éditeurs africains. Alors, c'est très facile pour moi de travailler avec eux parce que je fais venir les livres par bus. Alors, donc, c'est quelque chose d'agréable parce que c'est rapide en plus. Je travaille donc avec Ruisseau d'Afrique, avec Gandal, qui a de très beaux ouvrages, comme vous avez vu, avec Paulin aussi de temps en temps, n'est-ce pas, Paulin? BLD aussi, les classiques ivoiriens. Alors, vous allez voir, il y aura un présentoir. Pourquoi je mets littérature nigérienne exprès? Vous allez voir littérature nigérienne, vous allez voir littérature africaine. C'est fait exprès parce que c'est quelque chose que les expatriés demandent beaucoup. Quand ils arrivent dans ma librairie, c'est toujours quels sont les livres de littérature nigérienne. Ils sont plus intéressés par ça que par tout le reste. Voilà pourquoi, bien qu'il y ait littérature africaine, vous allez voir vraiment une littérature nigérienne qui est mise en avant avec tous les ouvrages que je peux collecter au niveau que ce soit des auteurs, des éditeurs. Par exemple, certains éditeurs, dès qu'ils ont un ouvrage sur le Niger, ils me l'envoient. Enfin, ils me font un message pour me dire qu'il y a un ouvrage qui est sorti sur le Niger. Alors moi, je travaille comme ça et puis beaucoup avec les catalogues de ceux qui les envoient, de ceux qui veulent bien m'envoyer leur catalogue. Beaucoup d'IDICOM aussi. Donc, vous voyez, c'est un peu, Caroline est en train de faire défiler, ou c'est Camille, je ne sais pas, elle est présentoir. Je n'ai pas montré toute la librairie. J'ai également une table de nouveautés. Quand il y a un ouvrage qui arrive, je le mets en avant. Et tout à l'heure, je crois que Caroline a montré, à part Ruisseau d'Afrique, il y avait aussi Amalion. J'ai une collection d'Amalion. Donc, je change aussi selon les arrivages. S'il y a des prix, des livres qui sont primés, je les mets également en avant. Alors, par rapport à ce que Marie-Paul a dit tout à l'heure, c'est bien, moi, je suis en contact avec Aliou, mais ce que j'aimerais des éditeurs de manière générale, quand il y a des nouveautés ou bien des livres qui ont reçu des prix, c'est de nous le faire savoir, nous, les libraires. Je pense que c'est important. Voilà, merci. Merci beaucoup, Binta. Alors, est-ce que Prudensienne, tu veux prendre la suite?
Oui, je suis là. Oui, bonjour tout le monde. Ici, c'est Prudentienne Wimbo et je suis libraire du Bénin. J'ai créé ma propre librairie, ça fait déjà un an, la librairie Savoir d'Afrique. Sinon, j'ai été la directrice de la librairie Nord-Dame, la plus grande librairie de Cotonou, pendant près de 10 ans. Comme mes autres consoeurs, nous avons les mêmes choses, nous avons les mêmes difficultés. Et ma librairie, quand je l'ai créée, étant donné que j'ai déjà l'expérience et je connais déjà le goût des lecteurs, principalement des lecteurs béninois, j'ai mis l'accent sur les grandes maisons les plus connues et les auteurs les plus lus, tels que, excusez-moi, ma librairie est située dans la périphérie de Cotonou, capitale économique du Bénin, et c'est sur un espace de près de 90 mètres carrés. Et je l'ai ouvert après mon départ de la librairie Notre-Dame pour vivre toujours la passion du livre. C'est une librairie généraliste. Il y a le rayon, tous les rayons, le rayon littérature, scolaire, enfants, jeunesse. Mais j'ai surtout mis l'accent sur les ouvrages d'auteurs béninois. Parce que j'ai constaté que les auteurs béninois ne sont pas bien visibles dans les rayons des librairies au Bénin. Donc, dès l'ouverture, j'ai contacté les maisons d'édition les plus connues, les plus lues, et qui ont, sur le plan professionnel, une certaine pratique, telle que Rousseau d'Afrique, Savane, édition d'Agan, Bénin Livre, etc. Et aussi, quelques éditeurs de la sous-région, surtout Gandal, qui, c'est le moment de le remercier, m'a vraiment accompagné dès le début et m'a vraiment facilité la tâche. Parce que, surtout pour le transport du livre, ça a été une difficulté toujours pour les libraires dans la sous-région. Mais si les éditeurs peuvent mettre un peu la main à la pâte pour nous faciliter la tâche, c'est ce que Gandal a fait. Et M. Aliou a assuré le transport de bout en bout. Malgré, quand pendant la période de Covid, j'ai pu avoir mon livre dans un délai au plus près d'un mois. J'ai pu avoir les livres d'édition Gandal qui a quitté la Guinée. Ensuite, j'ai un rayon Bénin bien fourni. Vous aurez dans mon rayon, je ne sais pas si Caroline peut faire le partage d'écran, tous les auteurs les plus lus, les plus connus du Bénin. Dès que vous rentrez dans la librairie, c'est ce rayon qui vous accueille et la littérature africaine également, que je fais venir souvent de l'extérieur ou bien lors de mes déplacements. Donc, j'ai presque tous les classiques africains, les livres, la littérature, la plupart publiés chez Présence africaine ou Amatan, et aussi chez Classique Ivoirien et Édition Valès, ainsi de suite. J'ai aussi un rayon enfant-jeunesse qui est bien fourni et beaucoup visité par les Béninois. Parce que de jour en jour, les lecteurs ont compris, surtout les parents ont compris qu'il faut mettre l'accent sur la lecture pour faciliter le développement, le rayonnement du livre au Bénin, qu'il faut surtout, dès le bas âge, mettre le livre dans les mains de l'enfant. Donc, c'est un rayon qui est très bien visité, qui circule, c'est une vente linéaire que j'ai faite durant une année d'exercice que j'ai faite. C'est une vente linéaire. Et aussi, j'ai aussi un rayon universitaire. Et je suis vraiment intéressée par ce que Serge a présenté parce que je suis également distributrice des ouvrages sur l'OADA avec Juriscope. Donc, je pense qu'avec ces contacts, je pourrais me mettre en contact avec lui pour développer ce rayon. Donc, je voudrais aussi mettre l'accent surtout sur la distribution du livre en Afrique. Parce que ce fléau, on n'a pas, jusqu'à ce jour, malgré les plusieurs tables rondes, conférences qu'on a eu à faire,
on n'a pas encore ce jour trouvé une solution pour faciliter la circulation du livre en Afrique. Ça me tient vraiment à cœur et je mets l'accent sur ça. Et aussi, il y a un fléau qui nous embête et qui continue de nous embêter, quand bien même la Côte d'Ivoire a pu essayer de trouver une solution, la piraterie. Au Bénin, cela s'est accentué malgré nos plusieurs rencontres avec le ministre de la Culture. J'espère que les choses vont bouger, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu de satisfaction. Et enfin, je voudrais exhorter les éditeurs ici présents à beaucoup plus nous faciliter la tâche pour les dépôts-ventes. Parce que avec les dépôts-ventes, on a plus de facilité à avoir presque tous leurs fonds dans les rayons plutôt que de procéder par l'achat. Et aussi, j'espère qu'ils nous feront aussi de bonnes conditions de vente. Donc, voilà à peu près les difficultés qu'on a et puis les doléances en quelque sorte. Sinon, la librairie Savoir d'Afrique, à ce jour, se positionne bien sur les réseaux sociaux, se positionne bien sur le monde livresque au Bénin. Et aussi, étant donné que je suis la présidente des libraires du Bénin, je pense que le fonds littéraire béninois constitue une priorité pour moi. Merci. Merci beaucoup, Prudentienne, pour ton intervention et ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toute cette partie jeunesse? On a eu 2 interventions d'éditeurs et 2 interventions de libraires. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on finisse par la partie littérature? Bon, j'ai l'impression que… Est-ce qu'on a quelqu'un d'Afrique Libre en ligne ou pas? Non? Je n'ai pas l'impression… Sylvie est là. Sylvie est là. Ah bah, l'édition, Sylvie est là. Et d'ailleurs, Sylvie va prendre la parole dans cette… D'ailleurs, voilà, s'il n'y a pas de questions, d'ailleurs, Sylvie, tu peux commencer si tu veux. Laurent, s'il te plaît, j'ai une petite question. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous avez contacté, je n'ai vu aucun éditeur béninois. Est-ce qu'ils ne font pas partie de l'association, de l'Alliance ou bien quoi? Si, on a les éditions Ruisseau d'Afrique qui font partie de l'Alliance, mais je crois que Béatrice n'était pas disponible aujourd'hui. On l'avait contactée, mais elle n'était pas disponible pour assister à cette rencontre. Merci. Je t'en prie. Donc, bon, alors on passe à la partie littérature, et donc Sylvie des éditions Nsamé au Gabon peut commencer, et aussi la représentante d'Afri Libre. Ouais. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est parfait. Oui, on t'entend très bien. Joyeux anniversaire à Gandal alors. Alioune, tu ne m'as pas dit que c'était l'anniversaire de Gandal. Oh, merci, c'est vrai que je suis secrétaire exécutif d'Afri Libre. Bon, je viens véritablement de rentrer dans le grand groupe d'Afri Libre que je ne maîtrise pas totalement. Mais en tant que secrétaire exécutif, je pourrais parler un peu du travail que nous faisons ces derniers temps. Ce sont des séminaires. On a fait un séminaire et puis il y a eu une formation aussi au niveau de Libreville, un peu à l'intérieur. Et la formation de Libreville, nous avons écrit 3 livres de jeunesse qui sont maintenant auprès des illustrateurs. Donc, on aura 3 livres de jeunesse d'ici la fin de l'année sur le marché. Voilà le travail qui se passe un peu entre les trois pays, c'est le Niger, Bako, Sékou et le Gabon. Voilà, après, on pourra présenter si d'autres personnes veulent ces titres-là pour qu'on fasse une coédition plus large. Mais nous avons fini l'écriture, nous attendons les illustrations pour discuter de cela sur le groupe Afri Libre et pourquoi pas, et à l'Alliance aussi. Donc,
Je vais m'appesantir plus sur les éditions Tsam qui existent depuis 2010. Au début, nous étions seulement dans la littérature adulte parce que je suis d'abord auteur. Et au fil du temps, nous sommes passés à la littérature de jeunesse. Nous avons plus d'une vingtaine, hein, je crois qu'on approche 30, des collections. Mais c'était plutôt des collections de littérature adulte avec des essais. Nous sommes généralistes. Et les raisons du marché nous ont fait prendre conscience parce que nous ne nous en sortons pas, malgré le fait que quelques-uns de nos livres étaient inscrits au programme avec la piraterie et tous les autres problèmes. Il n'y a pas de politique du livre. Il y avait une méconnaissance du livre sur le terrain. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, nous nous sommes diversifiés. Et pour entrer dans la littérature de jeunesse, c'est seulement depuis 2015. Et avec la littérature de jeunesse, nous avons créé un personnage qui s'appelle Kakuka. Le jeune Kakuka, avec le jeune Kakuka, nous atteignons plus facilement la cible parce que déjà, les enfants apprécient bien le personnage. Et ce jeune Kakuka, voilà, c'est lui Kakuka. Je n'ai pas pu vous envoyer des images parce que je suis aussi dans le manuel scolaire et qu'actuellement, c'est la rentrée scolaire chez nous. C'est pour ça que je ne suivais pas très bien les échanges ici, mais j'ai tenu à être là aujourd'hui malgré le fait que je sois vraiment submergée. Donc, ce jeune Kakuka, on fait des livres de jeunesse, on fait aussi des livres parascolaires pour amener les enfants sur tous les sites où ils vont s'habituer avec Kakuka et Kakuka pourra donc délivrer un certain message. C'est sur les droits de l'homme, c'est la constitution gabonaise qui a été initiée pour que les jeunes puissent connaître leurs droits. Donc, c'est un auteur qui a revu la constitution gabonaise. Et ces livres-là sont rentrés au programme, dans les programmes scolaires cette année. C'est une des innovations que nous avons au niveau des éditions Tsam, le travail que nous faisons depuis 2015. Le ministère de l'Éducation nationale a inscrit 5 de nos livres dans les programmes scolaires. Les livres, bon, comme il y a Kakuka, il y a une autre collection, Cocotte Ayant, c'est aussi une petite collection que nous avons. Et tous 5 de nos livres sont donc rentrés au programme. Comment on a pu le faire? Ce sont des expériences. Moi, je vais vous partager plus notre expérience sur le terrain ici. C'est grâce au concours de lecture que nous avons lancé depuis 2019. Nous organisons des concours de lecture pour le primaire, du CM1 au CM2. Nous avons maintenant 4 éditions. Nous allons la renouveler. Nous le faisons, ce concours, nous le faisons à travers les provinces parce qu'il faut faire découvrir la lecture. Les jeunes ne lisent pas. Dans les programmes scolaires au Gabon, il n'y avait pas de lecture au programme. Donc, il n'y avait que des livres scolaires, mais les enfants ne lisaient pas. Comment aurions-nous pu faire pour que les enfants, les jeunes lisent si les adultes ne lisent pas? Et comment résoudre le problème de lecture si les adultes ne lisent pas? Nous avons donc pensé de lancer un concours de lecture au primaire. Donc, les enfants sont donc initiés à la lecture à travers ce concours qui se passe très bien parce que Madame le ministre de l'Éducation nationale en avril dernier était la marraine de l'édition de Libreville. Parce qu'on a déjà fait 4 provinces et à chaque province, il y a des champions. Et quand on passe, on travaille aussi avec les municipalités, ça permet au grand public de bien découvrir le livre et de voir l'engouement que les jeunes manifestent à ces concours-là. C'est donc un concours inter-établissement. Voilà une des avancées que les éditions Tsam ont.
Et compte tenu toujours des difficultés que nous rencontrons sur le terrain, nous avons dû nous lancer dans la librairie sans être formés. Je ne suis pas libraire et ceux qui m'entourent, mais c'est parce qu'au niveau du Gabon, nous avons constaté que les libraires que nous avons n'achètent pas les livres qui ne sont pas au programme. Or, nous sommes un éditeur, nous publions des romans, nous publions beaucoup de livres, mais tant que les livres n'entraient pas au programme, ils n'étaient pas vendus. C'est ainsi que nous avons 2 librairies, une à Libreville, une à l'intérieur, qui nous permettent d'exposer toute notre production. Mais nous ne nous sommes pas seulement limités à notre production, nous avons d'autres éditeurs comme Classique Ivoirien. Quand je voyage, je prends quelques livres. Tout dernièrement au Maroc, j'ai pris plusieurs livres que j'expose dans la librairie pour que les visiteurs puissent aussi découvrir d'autres littératures de jeunesse. Mais maintenant, je félicite, j'ai vu Bita, j'ai vu d'autres Lupna, de belles librairies. Ces images vont m'amener aussi à regarder de plus près comment intéresser plus le client quand il arrive. Donc, nous n'avons aucune formation. C'est présentement... Sylvie, excuse-moi de te couper, c'est juste pour te dire merci beaucoup pour ta présentation. On est un peu pris par le temps là, donc est-ce que tu peux conclure très rapidement pour qu'on puisse laisser la parole aux derniers intervenants? Merci. C'est dire merci, hein, c'est de dire merci pour ces rencontres qui nous permettent de mieux cerner le problème du livre. Et puis, Serge, je crois que je vais passer une commande chez toi. Je rentre en inbox avec toi. Merci à tous pour cette rencontre. Merci beaucoup Sylvie, à toi. On va donc poursuivre avec les éditions Graines de Pensée qui sont au Togo. Et donc, on a 2 intervenants qui vont nous présenter 2 ouvrages. Alors, est-ce que vous nous entendez, les éditions Graines de Pensée? Oui, on vous entend. Super. Allô? Alors, vous m'entendez? Parfait. Parfait. Alors, qui c'est qui commence par prendre la parole? Alors, ça va être Edem Gaba qui va vous présenter le premier ouvrage. Alors, il y a des petits problèmes de bruit. Je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de votre côté ou de quelqu'un d'autre. Ouais, mais il y a un petit peu des soucis de... Est-ce que maintenant, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok, bonjour à tous. Comme l'a dit Madame Yasmine, je suis Edem Gaba, des éditions Graines de Pensée. Donc, Graines de Pensée est une maison d'édition panafricaine créée en 2005. Qui est soucieuse d'offrir à la jeunesse africaine des livres. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous présenter 2 livres. Moi, je vais présenter Une nuit d'avril, qui est un roman de l'écrivaine Edith Mars Yadibou. Elle y évoque ses expériences personnelles en tant que sage-femme, mère, grand-mère et surtout épouse d'un homme politique nommé en Une nuit d'avril ambassadeur de son pays, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Donc, c'est un roman très émouvant, fascinant, captivant, qui est écrit dans un style limpide, fluide, avec des mots bien choisis qui touchent. Donc, c'est un récit intimiste, sincère, riche. L'auteur dit ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. Donc, c'est l'œuvre qui est là. Le texte est d'une beauté, d'une fluidité. Vous pouvez lire littéralement à travers chaque mot l'âme de l'auteur. Donc, pour conclure, je peux dire que la lecture de ce livre est extraordinaire. Le roman met en lumière une femme battante qui a vécu la guerre du Vietnam, l'ère des mouvements afro-américains menés par les Black Panthers, Malcolm X et les Black Muslims. Donc, elle y a participé en tant que femme d'ambassadeur africain. Elle a eu le privilège de recevoir la plupart de ces grandes figures. Donc, c'est un livre très esthétique qui regorge beaucoup d'annexes. Donc, certains vous poussent à la réflexion. Et c'est un livre que je conseille à la jeunesse africaine en général et la gente féminine en particulier. Donc, c'est tout ce que je peux dire à propos de
cet ouvrage de 241 pages. Merci beaucoup à vous pour les... Merci beaucoup, Edem, pour cette présentation. Alors, Épiphanie, peut-être que je te laisse la parole pour présenter le deuxième ouvrage. Oui. Ok. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors ici, c'est Wadia Epiphanie, l'assistante auditoriale des éditions Graines de Pensée. C'est un privilège pour nous ce matin de vous présenter le sachet voyageur comme illustre de Chocho Ekoe. Notons aussi que Chocho Ekoe est une éditrice et formatrice des éditions, mais également la directrice générale des éditions Graines de Pensée. Alors, je dirais que le sachet voyageur vient des illustrations de Eric Onano et des photographies lumineuses de Yao Wodi et de Jacob, qui illustrent parfaitement le sachet voyageur. Ainsi donc, aux premières pages du sachet voyageur, nous verrons une certaine fiction et aux dernières pages, les documentaires illustrent la pollution plastique de l'Afrique de l'Ouest, les conséquences sur la santé, l'environnement et précisément les initiatives innovantes pour éviter la pollution de l'environnement. En effet, tout au long de cet ouvrage, il s'agit d'un sachet qui nous raconte son vécu quotidien, ses découvertes et ses mésaventures. Il est bien vrai que le sachet est très utile à de nombreuses personnes, mais la majorité en abuse et font de ce sachet un élément ou un objet dangereux, polluant et vecteur de plusieurs maladies. Le récit humoristique du sachet voyageur fait passer parfaitement certaines vérités auprès de la majorité des jeunes sur les problèmes environnementaux, les conséquences néfastes et appelle d'urgence à remédier à cette voilà. Alors, je dirais que le sachet voyageur, c'est l'ouvrage idéal qui doit être passé entre les mains de toutes les personnes et précisément auprès des jeunes pour qu'ils puissent s'engager responsablement ou être des éco-citoyens. C'est d'ailleurs grâce à cet ouvrage que je dirais que certains dictons doivent être appliqués précisément par les jeunes. Alors, puisque je suis baromètre de la société, mon environnement doit être une priorité pour moi. Alors, je m'engage à être un éco-citoyen responsable. Ou encore, puisque je suis le gardien de la nature et non son propriétaire, il faut que je pose l'amour du développement durable en changeant mon mode de vie. Je crois que si ces dictons sont fermement appliqués par les jeunes, nous pourrons alors arriver à un développement durable qui ne sera pas un rêve, mais plutôt une réalité. Sans plus tarder, je pense que je vous ai restitué l'intérêt que j'ai eu à lire cet ouvrage et je nous invite tous à promouvoir ce livre dans toute la fête. Merci. Merci beaucoup à Edem et à Yves pour ces deux présentations. Alors, je propose qu'on finisse peut-être avec les présentations littérature pour ensuite avoir quelques questions, éventuellement. Donc, ça va être le tour d'Ibrahima Aya, des éditions Tombouctou au Mali. Ibrahima, je te laisse la parole pour présenter tes deux ouvrages. Bonjour. Voilà, si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Voilà, merci beaucoup, merci à l'Alliance, merci aux libraires, à l'association des libraires indépendants. Donc, merci pour cette rencontre. Voilà, je pense que c'est une excellente initiative. J'espère qu'en septembre 2023, on aura l'occasion d'une nouvelle édition de l'aventure. Alors, je veux parler, donc, présenter deux ouvrages des éditions Tombouctou. Alors, d'abord, c'est quoi les éditions Tombouctou? C'est une maison qui a été fondée en 2007 par deux auteurs, en fait. Aïda Madi Diallo, donc une dame, et moi-même, Ibrahima Aya. Ce qui fait qu'en fait, la maison a aussi quelques principes. D'abord, elle n'édite pas les textes de ses fondateurs, donc elle n'édite pas nos textes. Elle ne fait pas d'édition à compte d'auteur et elle essaie de bâtir une démarche pour permettre au public malien, notamment,
d'accéder à ces ouvrages. Et donc, de leur proposer des ouvrages de qualité à un prix assez abordable. Et donc, aujourd'hui, je pense que à Bamako, en termes de qualité-prix, les ouvrages des éditions Tombouctou, sans doute, sont parmi les plus intéressants. Je précise d'ailleurs que les ouvrages sont imprimés à Alger. Donc voilà, sur quoi reposent un peu les éditions Tombouctou. Je vais vous présenter en fait deux auteurs, deux écrivains qui sont un peu emblématiques de cette démarche. Puisqu'on on a commencé à les accompagner de leurs premiers ouvrages, en fait. Et donc de leurs premiers manuscrits. Aujourd'hui, c'est des auteurs confirmés, des auteurs reconnus. Ils sont parmi les plus prolifiques au Mali et leurs ouvrages font l'objet d'études dans les écoles et dans les universités. Je pense que c'était ça pour nous l'intérêt, c'est d'accompagner dans le temps et de faire en sorte que on ait des auteurs qui en fait représentent un peu les éditions Tombouctou, mais aussi l'esprit des éditions Tombouctou qui est de dire qu'on peut écrire de bons livres et éditer de bons livres et aussi diffuser de bons livres à partir de l'Afrique. Voilà, le premier c'est donc Paul-Marie Traoré. Donc, je pense, Camille, si tu peux faire passer. Et je présente là son roman Le Fils de l'étranger. Je précise que c'est vraiment voilà, c'est des poètes, mais c'est surtout des romanciers. Paul-Marie Traoré, il est à son cinquième roman aux éditions Tombouctou. C'est un auteur primé, c'est un auteur reconnu. Alors, son dernier roman, Le Fils de l'étranger, en fait, vient de paraître aux éditions Tombouctou, bien sûr. Et en fait, ça raconte une histoire qui se passe dans un village, on peut imaginer, du Mali, où en fait, dans ce village, il est de tradition de récompenser chaque année les plus méritants. Il se trouve qu'une année, voilà, cette année-là, on a faussé un peu le jeu. Donc, ce n'est pas le plus méritant qui a été récompensé, c'est plutôt un autre. Et pourquoi il n'a pas été récompensé? Parce qu'il est considéré comme un étranger. Et voilà d'où parle l'histoire. Et alors lui, au lieu d'en faire un drame, il a considéré qu'il était intéressant de montrer que l'appartenance n'est pas liée à la résidence. Donc, le fait de participer à une communauté du destin n'est pas forcément lié au fait d'être seulement de cette communauté. Et donc, il va entreprendre avec un ami étranger aussi, mais d'un autre pays, une série d'initiatives qui va un peu changer un peu la donne, qui va un peu changer le parcours même et la trajectoire même de ce village abandonné de l'État, abandonné de tous, et qui va faire que, de façon endogène, ce village va prendre conscience des possibilités qu'il a et de son potentiel pour reconstruire un peu à partir de la création de coopératives, d'initiatives de jeunes, et pour essayer de retrouver un peu, de reprendre la main sur son destin. Et donc, et puis après, de se rendre compte finalement que, voilà, peut-être la question de l'étranger, c'est une question purement artificielle. Voilà un peu de quoi il s'agit, mais c'est une histoire assez intéressante puisque l'histoire met en jeu, voilà, celui qui est étranger de l'intérieur, puisqu'en fait il n'est pas du village, et cet étranger qui est d'un autre pays, puisque voilà, il vient peut-être même d'une autre race, voilà, et mais qui va faire que grâce à l'amitié que ces deux personnes se vouent, cette amitié va servir à reconstruire voilà, le village et à donner une nouvelle base voilà, de vivre ensemble
dans ce village. Voilà, et donc sortir un peu le village du chaos qu'il vivait parce qu'en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce que justement, ceux qui considéraient être de ce village ne faisaient rien. Donc voilà un peu pour le Fils de l'étranger. Donc c'est le dernier roman de Paul-Marie Traoré. Voilà, Paris aux éditions Tombouctou, septembre 2022. Le deuxième roman, c'est celui de Bricoul. En fait, ça, c'est son nom d'auteur, mais son nom, son nom officiel, c'est Ibrahima Lenseni Koulibaly, qui est aussi archéologue de formation. Il est aussi à son 5e ouvrage aux éditions Tombouctou. Lui aussi, c'est la même démarche. On l'a accompagné depuis le premier manuscrit. Et le livre est paru au début de l'année 2022. Alors lui, c'est une autre histoire qu'il met en scène. C'est en fait une histoire qui se passe au Moyen-Âge africain. On peut dire, pour ceux, si on lit ça, l'histoire du Mali, c'est un peu au temps encore de l'Empire de l'Empire mandé. Et en fait, l'histoire met en scène un prêtre qui a raté un peu sa vocation et en fait, qui aurait peut-être dû prolonger la vocation de ses parents, qui étaient des prêtres. Mais en fait, finalement, on l'a trouvé très paresseux, un peu fainéant, mais finalement, il décide de quitter le gîte familial et de se retrouver dans un cabaret où, en fait, il va peut-être prendre d'autres habitudes de liberté et de licence et qui va peut-être l'entraîner un peu dans ce qui peut être considéré comme une vie de débauche. Et finalement, il va quitter complètement son pays et faire un long périple qui va le mener très loin de chez lui. Et pour ça, il va emprunter un fleuve qui s'appelle le Niler. En fait, c'est un peu le Niger et le Nil et le Niger ensemble, et qui va le conduire dans des contrées très lointaines vers Tombouctou, où il va un peu essayer de reprendre pied. Et finalement, ça n'a pas tout à fait marché. Il retourne chez lui et il va finalement essayer de retrouver un peu le pas de ses parents et donc de retrouver un peu une vie de prêtre. Tout ça, c'est une longue narration de cette époque extrêmement intéressante, extrêmement riche, qui décrit un peu comment ces peuples qui bordent le fleuve vivaient et comment à chaque étape du voyage, une histoire s'écrit, une histoire secrète. Voilà. Donc, c'est une histoire assez intéressante aussi, je crois. Et c'est le dernier ouvrage de Ibrahima Lenseni Koulibaly, qui est aussi un auteur aujourd'hui connu, primé, et qui vit à Bamako. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter ces deux écrivains, deux Maliens. C'est peut-être l'occasion parce qu'aujourd'hui, on est le 22 septembre, c'est la fête nationale au Mali. Et donc peut-être c'était pour ça que j'ai fait un focus sur ces deux écrivains. Bah, merci beaucoup, Voilà, Ibrahima. Merci beaucoup et puis joyeuse fête aussi. Oui. Voilà. J'ai envie de dire deux mots aussi sur ce que j'ai entendu des discussions, si c'est possible. Oui, alors rapidement, voilà, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais très rapidement. Oui. En fait, c'est que je pense que j'ai entendu des préoccupations très récurrentes et qui, ces préoccupations aujourd'hui renvoient à ce que nous préparons pour la 15e édition de la rentrée littéraire du Mali, qui est prévue du 21 au 25 février 2023, et qui a pour thème décloisonner l'Afrique. Justement, c'est de poser la question du décloisonnement territorial et linguistique, notamment des livres en Afrique. Et je pense que on va beaucoup discuter de ces questions de circulation, de mobilité et de visibilité même des auteurs qui vivent sur le continent, qui écrivent sur le continent. Parce que je vois qu'en fait, on est vraiment dans ce cloisonnement quand j'entends les libraires dire toutes leurs difficultés à avoir des livres édités en Afrique,
mais aussi les éditeurs à échanger entre eux. Voilà. Et donc, à l'occasion d'ailleurs, je dis déjà que nous organiserons le premier forum des manifestations littéraires en Afrique et qui va rassembler les responsables des manifestations littéraires en Afrique pour justement discuter des contraintes, mais aussi des engagements qui pourront être pris pour permettre une meilleure visibilité, une meilleure circulation des livres édités en Afrique. Bien sûr, d'autres questions vont être abordées. Je pense que ce serait l'occasion d'échanger avec l'Alliance et puis aussi l'association des libraires pour voir comment cette question du décloisonnement et donc de la mobilité et de la circulation peut aussi être traitée au niveau des éditeurs, mais aussi au niveau des libraires. Voilà, je pense que c'est des questions peut-être aujourd'hui existentielles pour les professionnels des livres en Afrique. Merci Voilà beaucoup, Ibrahima. Merci beaucoup. On a bien noté les dates et la thématique des prochaines rencontres et tu n'hésites pas à nous envoyer tous les éléments et on pourra faire circuler ça à tout le monde. Merci beaucoup. Je vois juste que Serge, et bonne fête aussi nationale du Mali. Serge, tu voulais dire quelque chose rapidement? Oui, merci Camille. C'était juste une petite réaction à l'endroit d'Ibrahim pour saluer la thématique entrevue pour cette manifestation de février prochain. Et tout à l'heure, c'était à dessein que je posais la question de savoir s'il y avait un représentant d'Afrique Livre en ligne, parce que ces questions de circulation de livres, ne serait-ce que dans l'espace francophone d'Afrique, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on en parle sans pouvoir en sortir. Et je souhaite simplement qu'il prépare cette cérémonie de 2023 à partir de l'état des lieux, c'est-à-dire que, et je lui fais un conseil, s'il invite les responsables des ministères de la Culture, il est sûr qu'il n'aura rien à l'arrivée. Hein. Donc, voilà, je voulais juste saluer cette idée en espérant que ce sera une voie de sortie pour améliorer la circulation du livre en Afrique francophone. Merci beaucoup, Serge, pour cette intervention. Oui, je voudrais juste rassurer Serge. D'accord. Non, nous, on n'invite pas les ministres, les ministères, non. Vous pouvez être rassuré, c'est tout à fait notre démarche. On les laisse de côté, on s'occupe des professionnels. Merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole au dernier libraire. Alors, de la librairie Les Plumes du Monde au Sénégal. Alors, est-ce que c'est Souleymane Gueye, c'est ça qui prend la parole? Bonjour, oui, c'est Souleymane, oui. D'accord, très bien, mais je vous laisse la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous et merci à l'Alliance et à l'ILF déjà pour cette rencontre. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement parce qu'il y a beaucoup de mes confrères et consoeurs qui sont déjà intervenus. Donc, la librairie Plume du Monde, elle a été créée en 2018, mais réellement, c'est depuis 2020, après Covid, qu'on a commencé vraiment à prendre un peu notre essor. On est deux. Moi, je suis le fondateur et gérant, Souleymane, et Ramatoulaye qui est aussi dans la discussion, qui est la libraire. En gros, c'est elle qui fait tout le boulot, quoi. Au niveau des actions qui sont faites pour la mise en avant des fonds africains, je pense que ça a déjà été dit et redit. Effectivement, on essaie d'avoir des rayons spécifiques déjà sur la littérature ou tout ce qui est ouvrage sénégalais de manière générale. On veille vraiment à développer ces rayons-là et aussi africains. Après, pour le moment, on n'a pas vraiment de politique de mise en facing spécifique de titres africains, on les interclasse. Voilà, c'est plus suivant les thématiques. Par contre, on veille à ce qu'il n'y ait pas que des livres du Nord qui soient mis en avant. On interclasse aussi avec des livres des éditeurs africains. Et après, nous, on mise beaucoup parce que pour nous, c'est là où ça se fait, c'est au niveau du conseil client. C'est pas qu'on reste à l'écoute de la demande du client, mais quand on le peut, en tout cas quand la demande elle est ouverte, on essaie d'orienter le plus possible vers les productions locales. Et aussi, le dernier point, c'est à travers les animations qu'on essaie de faire. En faisant des rencontres avec des auteurs locaux, forcément, on met en avant aussi les maisons d'édition concernées. Donc, et puis Plume du Monde, voilà, c'est comme tout à l'heure, Loubna s'est présenté, on est dans la même veine. C'est une librairie généraliste où on fait du neuf et de l'occasion, littérature, beaucoup de jeunesse qu'on a commencé à développer depuis 1 an et demi. Il y a du développement personnel, des sciences humaines. Donc voilà, je pense que sur cet aspect, il n'y a rien de plus à dire. Après, si j'en viens au point évoqué, qui est comment on met en avant, comment on facilite la distribution, je pense que notre souci, en tout cas, ce n'est pas tant la mise en avant. Une fois que les livres ils sont à la librairie, tous les libraires qui sont intervenus, en fait, ils montrent qu'ils font des actions pour mettre en avant cette production locale. Le problème
il se situe en amont. C'est comment on fait pour avoir ces titres-là. Et moi, je donne des retours d'expérience. Cet été, début juin, on s'est fixé comme objectif avec Ramatoulaye de vraiment essayer de contacter beaucoup d'éditeurs jeunesse africains pour renforcer notre catalogue de ce point de vue-là. Et donc, juillet, août, on a essayé d'appeler un peu partout. Et le retour d'expérience, c'est que ça a été assez laborieux. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas pu joindre ou, voilà, ou qui ne nous sont pas revenus. Là, juste à titre d'exemple, il y a 2 éditeurs, je ne vais pas citer de nom, mais qu'on a contactés depuis fin août sur leur page Facebook. Aujourd'hui, on est le 22 septembre, on n'a toujours pas de retour sur nos demandes. Donc, pour moi, la question, elle est vraiment là, c'est vraiment comment on facilite la communication. Et j'ai vu depuis tout à l'heure des initiatives où on donne les coordonnées de certaines maisons d'édition, on propose l'envoi de catalogues, etc. Mais à mon avis, c'est des solutions qui sont ponctuelles parce que dans le temps, que ce soit côté libraire ou côté éditeur, c'est souvent des petites structures. Et dans le temps, à mon avis, ça va pas tenir. On le fera peut-être 1 ou 2 fois et puis on sera pris par de multiples autres activités et on n'aura pas cette régularité-là. Donc, pour moi, la piste, après, ça pose des questions de ressources humaines, des questions financières, c'est vraiment réfléchir à une plateforme commune. Après, est-ce que c'est AfriLivre qui peut piloter ce type de projet ou est-ce qu'il faut trouver quelqu'un d'autre? Moi, je sais qu'en tant que libraire, si je dois mettre une petite somme, une cotisation pour avoir la facilité d'avoir un site où j'ai accès à tous les catalogues des éditeurs, je sais que c'est mis à jour, les coordonnées aussi, moi, je sais que je suis prêt à le faire. Donc, pour moi, c'est plus vers cette piste-là qu'il faut essayer de s'orienter. Et si j'ai une demande envers les éditeurs, c'est déjà pour moi le minimum en termes de contact. On est en 2022, c'est d'avoir que ce soit un site web ou une page Facebook, mais que ce soit à jour. Parce qu'en 2022, si un éditeur où on n'a pas le site internet, on ne sait pas comment le contacter, on perd beaucoup de temps à trouver les coordonnées. En tant que libraire, c'est forcément, on est plus réticent et on va aller à des solutions beaucoup plus faciles. Aussi, autre chose par rapport aux éditeurs, je pense que les éditeurs qui font l'effort de faire le travail sur la partie distribution, de se dire, bon, tiens, moi, je suis éditeur au Sénégal, mais comment je peux faire pour que le libraire qui est au Mali, qui est en Guinée, s'il veut me commander des ouvrages, moi, je lui propose déjà la solution du transport parce que j'ai pu contacter que ce soit en bus, que ce soit des voyageurs personnels. Ça va faciliter. Récemment, j'ai eu l'expérience avec 2 éditeurs qui sont ici, c'est Gandal avec M. Sow et aussi Graines de Pensée, où j'ai eu besoin de livres. Le fait qu'eux, ils me proposent spontanément de me dire, voilà, vous voulez pour quand, moi je m'en occupe, mais voilà, nous les libraires, on est paresseux aussi, donc forcément, je vais aller vers cette solution-là, et je sais que la prochaine fois, Graines de Pensée, Gandal, automatiquement, c'est ce qui va me revenir en tête si j'ai besoin de commander. Et dernier aspect peut-être que je peux évoquer, c'est qu'il y a des initiatives de distribution qui se mettent en place, et nous, typiquement, on travaille avec une dame qui est au Cameroun, qui s'appelle Ange Mbel, qui a une structure qui s'appelle GVG, et qui, elle, distribue beaucoup d'éditeurs africains. Et effectivement, pour le moment, on a eu à passer des commandes par elle parce que ça nous facilite. On a des livres de Vallès, on a des livres de Ruisseau d'Afrique et Burni. Et le fait de pouvoir avoir tout ça avec un seul interlocuteur, forcément, on s'oriente aussi vers cette solution-là. Donc, je pense qu'en résumé, c'est un peu ce que j'avais à dire pour la librairie publique. Merci beaucoup, Souleymane, pour cette Merci. présentation et puis pour ces différentes pistes de travail. C'est très intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a juste avant qu'on finisse, voilà, qu'on finisse cette rencontre, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient juste très rapidement dire quelque chose ou est-ce que c'est clair? Donc de toute façon, on va mettre en commun les adresses, enfin les contacts et les sites, les catalogues des maisons d'édition via l'AILF, donc vous pourrez récupérer tous les contacts et tous les éléments que vous souhaitez. Excusez-moi Camille, j'ai juste Oui. oublié un point important. Oui. Quand je parlais de plateforme commune, ça peut être quelque chose de tout simple au départ comme un drive partagé. Et ça, s'il le faut, moi, je peux partager aussi quelque chose que nous, on a commencé à faire au sein de la librairie. On a un fichier sur le drive où on avait commencé à lister tous les acteurs du livre, que ce soit les éditeurs, les libraires à travers l'Afrique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut partager, mais après, il faut que ce soit enrichi, que tout le monde y mette sa contribution pour faciliter les relations entre les différents acteurs. Oui, les alimenter régulièrement, tout à fait. Bah, Voilà, c'est bien merci noté, Souleymane, merci beaucoup pour toutes ces idées. Je vais maintenant laisser la parole à Anne-Lise, peut-être pour que Serge, non, Serge, tu as levé la main, pardon, Camille. Ah oui, pas de souci. Ou Oh, pardon, oui. Serge, je ne voyais pas ta main avec les livres, excuse-moi. Oui, pardon. Oui, Laurence, merci. C'était juste pour... et comme l'AILF fête ses 20 ans toute l'année, je souhaite simplement que parmi les activités qui seront déroulées,
que l'AILF essaie d'évaluer les chartes qu'on a tenté de mettre en place pour chercher à savoir s'il y a des réticences et comment est-ce qu'on peut les recadrer pour que les objectifs que nous souhaitions soient atteints. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu, ça fait lettre morte en ce moment. Peut-être dans les prochains mois, est-ce que l'AILF peut faire une évaluation et faire un retour sur ce qui ne va pas dans la mise en œuvre de ces chartes-là? Ben justement, merci Serge. Je voulais juste dire 4 points rapides par rapport à tout ce qui a été dit. C'est très, très intéressant. Simplement, première petite chose, c'est que ceux qui, au début, si certains n'ont pas vu le recueil Voyage en francophonie, juste vous le partager là, rapidement, et vous dire qu'il est sur notre site dès aujourd'hui. Et il fait la part belle, justement, un certain nombre d'éditeurs francophones. On vous encourage à y faire un petit tour, à lire des témoignages des auteurs sur des librairies et l'importance des librairies dans le parcours d'écrivain. Il y a une vingtaine d'auteurs qui ont témoigné dans ce recueil. Il est libre d'accès, vous pouvez aller le voir sur notre site. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Hein. Donc la deuxième chose, c'était effectivement, alors par rapport à cette rencontre qu'il y a eu aujourd'hui, en fait, effectivement, nous avions le deuxième point que nous avions envisagé, outre cette rencontre pour que les uns et les autres se connaissent mieux le fond des catalogues d'un côté et les fonds en librairie. On a effectivement rédigé 2 chartes, une charte éditeur libraire francophone d'Afrique et une charte professionnelle du livre et institutionnelle. La première charte que je vous encourage à aller voir, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a principalement dans les signataires des libraires qui étaient déjà dans le comité de pilotage de tout ce projet africain avec l'alliance AILF et AfriLibre. On voudrait que d'autres libraires et éditeurs puissent s'emparer de cette charte, la lire, la consulter et après aillent voir les éditeurs pour que ce soit une base de dialogue avec les éditeurs. Donc là, je parle de la première charte puisque en fait, nous sommes autour de la table principalement des représentants d'éditeurs et libraires. La deuxième charte avec les institutionnels, pour l'instant, on a peu de signatures, peu de signataires, alors qu'on avait eu une rencontre en avril qui exposait cette charte. Donc, on voulait en parler aujourd'hui, mais on pense qu'il faudra attendre des occasions où les institutionnels seront présents pour la présenter de nouveau, cette charte. Mais pour revenir à la charte interprofessionnelle libraire-éditeur qui est accessible sur notre site, franchement, saisissez-vous de cette charte pour aller vers les éditeurs, vers les libraires, pour que vous puissiez travailler ensemble sur des bases de négociation qui vous semblent équitables entre vous. Donc ça, c'était la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose, c'est que nous allons relancer la caravane du livre et de la lecture en Afrique subsaharienne en 2023, en novembre. Et donc, à cette occasion, le comité de pilotage, pour l'instant, qui est principalement constitué de libraires de l'AILF, souhaiterait s'agrandir et avoir au moins 1 ou 2 éditeurs africains, parce que l'objet du comité de pilotage, c'est de bien réfléchir à une programmation en Afrique. Il y a une dizaine de pays qui seraient intéressés. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, ce qu'on voudrait, c'est lancer un appel et voir si les éditeurs voudraient bien participer à ce comité de pilotage. Ce que je peux dire d'ores et déjà, il y a 2 projets, une tournée d'un auteur dans les pays concernés, et là, ça vous concerne. Les libraires ont proposé de faire quelque chose sur la littérature jeunesse autour de la littérature jeunesse publiée localement en Afrique. Donc là, il y aura certainement des choses qui feront qu'on reviendra vers vous pour travailler avec vous sur un fonds. Et c'est vrai que là, ce que vous évoquiez à l'instant, ce que Souleymane évoquait, effectivement, pourrait servir avec l'objectif de la caravane concrètement à avoir un fonds qui soit mutualisé où chacun pourrait proposer des titres. Ça, on reviendra vers vous dans le cadre du comité de pilotage. Et avis aux amateurs, toute personne qui souhaite peut faire partie de ce comité de pilotage. Dernière chose que je voulais simplement dire, à Montreuil, dans le cadre du festival de livre jeunesse de Montreuil, nous allons organiser un séminaire avec des libraires francophones et le BIEF organise également un fellowship avec des éditeurs francophones. Nous aurons certainement un petit temps de rencontre entre les éditeurs et les libraires. Et nous, notre séminaire a plusieurs axes, notamment les héroïnes en littérature jeunesse, les formats souples, animer des ateliers autour de comment philosopher avec les enfants à partir d'ouvrages en littérature jeunesse. Ce qu'on s'est dit avec Caroline et Margot, c'est que en fait, on pourrait peut-être vous faire un mail reprenant ces thèmes-là. Et si vous, éditeurs, vous avez des idées de titres de vos catalogues que vous souhaiteriez voir figurer autour de ces thématiques, on vous enverra un mail avec les thématiques.
N'hésitez pas à nous en faire part pour que ça puisse être davantage connu des libraires qui participeront à ce séminaire. C'est en décembre, hein, du 5 au 7 décembre. Mais tout ça sera repris dans un mail. C'est simplement parce que à l'oral, on peut dire des choses. Si vous avez des réactions par rapport à ce que je viens de dire, c'est le moment. Merci aussi beaucoup. Merci l'Alliance d'avoir organisé tout cela. Voilà, et c'est vrai que ça veut dire qu'on continue à faire des choses ensemble et que c'est toujours fructueux. Je ne sais pas si vous avez des idées de comment on pourrait aussi donner suite ensemble à cette réunion. On envisageait une dans 6 mois, par exemple, avec d'autres nouveautés. Peut-être qu'on réfléchira à cette question entre nous avant de revenir vers vous. Voilà, juste c'était les mots de la fin de mon côté, mais Laurence, Camille, Marianne, à vous de... Merci beaucoup peut-être à toutes et tous. C'était voilà, très intéressant de vous entendre et donc tout a été enregistré. De notre côté, on va diffuser... voilà, on n'a pas encore réfléchi à comment on allait diffuser, mais sans doute sur la chaîne YouTube de l'Alliance. Voilà, peut-être, Laurence, si tu veux dire un mot. Juste abonder dans les remerciements et pour votre présence. Et désolée d'avoir un petit peu débordé en termes de temps. Merci pour ces présentations et merci beaucoup à l'ILF et à Free Livre pour leur présence aussi. Et à bientôt, on l'espère très rapidement. Merci beaucoup et très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère qu'on aura d'autres webinaires dans ce sens.